Bonjour à tous et à toutes. On est très, très heureux, de vous voir, tous, si nombreux pour, cette leçon de cinéma. C'est la 15e leçon de cinéma du 33e festival Traces de vie. Comme vous le savez, la particularité de cette masterclass, c'est qu'elle dure une journée entière. Donc, il doit être un petit peu plus de 9h30. On va être ce matin ensemble jusqu'à 12h30 et puis on se retrouvera à 14h pétantes pour, rester ensemble jusqu'à 17h. Alice Diop est là, elle va s'entretenir avec, François Exagère, si vous voulez bien, venir. François Exagère, Alice Diop, je la présente même si on ne la présente plus, une, figure majeure du cinéma français, doublement césarisée, primée à la Mostra de Venise. Qui, m'a-t-elle dit ce matin, a vu un de ses premiers films, être sélectionné à Traces de vie, La mort de Danton. Et François Exagère qui, connaît bien l'œuvre d'Alice Diop. Tiens, je vous donne un micro pour 2 et qui est critique de cinéma documentaire au journal, Télérama. Ce matin, on va commencer tout de suite par la projection d'un film, Nous. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Alice? Déjà, vous remercier pour l'invitation. Je suis très émue d'être dans une salle si, pleine, voilà et j'adore parler de cinéma avec François, donc vraiment merci beaucoup, Traces de vie, de me permettre de revisiter un peu comme ça, mes films, le cinéma, le désir d'en faire, les raisons de continuer à en faire, voilà, j'espère que vous allez m'aider à élucider toutes, ces questions et moi je ferai de mon mieux pour répondre aux vôtres. Et quant à Nous, c'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps. On disait tout à l'heure que c'est vrai que c'est un film Covid, c'est un film qui a été, que j'ai terminé en 2020, je crois. Enfin, c'est vraiment en plein cœur du Covid. Je l'ai fini par montage interposé en plein milieu vraiment du premier confinement. C'est un film qui a été, sélectionné au festival de Berlin, mais en ligne. Donc voilà, c'est un film que j'ai très peu finalement, projeté dans une salle, en fait. Je l'ai rarement offert comme ça à un public, donc je suis ravie voilà, de pouvoir, discuter de ce film avec vous et je vous rejoins, enfin, on vous rejoindra après pour, Pour en pour parler. ouais, pour en parler. Donc le film, il est quelle heure là? Il est un peu plus de 9h30, il dure 1h30. Donc on a le temps encore, de s'en parler, avant la pause déjeuner. À tout à l'heure, bonne Merci beaucoup. projection. Alors bonjour à tous, je suis ravi de revoir ce film que j'ai vu quand il est passé sur Arte il y a quoi? Il y a 3 ans, 2-3 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que je n'avais pas mesuré à quel point tu y étais présente, enfin pas seulement physiquement, mais familialement. Euh, c'est un film qui a tellement d'entrées que je pense que chaque vision permet de le voir différemment. C'est un peu comme une espèce de puzzle, et on le revisite à chaque fois de manière différente, j'imagine. Euh, mais d'une certaine manière, tout ton cinéma, en fait, parle de toi. Et quand je dis parle de toi, c'est parle depuis toi, et parle et à toi comme sujet. Ce qui est moi je trouve un aspect très particulier et significatif de ton travail, c'est cette façon que tu as toujours de creuser à partir de ce qui fait ton héritage, ton identité, ta personnalité, tes bagages, alors qu'il y a toute une frange du documentaire qui, au contraire, travaille sur ce qui n'est pas soi. Et c'est tout un pan du documentaire qui peut être aussi intéressant d'ailleurs, parce que finalement on finit par mettre de soi dans ce qui n'est pas soi. Toi, finalement, tu vas de plus en plus au cœur de ce qui te travaille, et c'est ce qui fait de ton parcours quelque chose de très singulier et de très difficile, je pense. Enfin, pas forcément difficile pour le spectateur, mais difficile pour toi. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on suive le parcours, non pas le parcours du RRB, mais le parcours
du RER-D, enfin, le parcours d'Alice Diop, et qu'on commence par, par ton enfance, en fait. Tu es né à Vincennes en 79. Qu'est-ce que tu sais de ton histoire familiale? Au moment où je nais ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Ouais, c'est vaste parce que aujourd'hui précisément ma question c'est de travailler à partir de ce que je n'ai pas su en fait, de l'héritage familial, à partir de tous les silences, à partir d'une histoire qui a été silencée à l'intérieur de ma famille, qui a été silencée dans la société. C'est une histoire qui traverse les chocs de l'exil, la violence coloniale, la violence de l'histoire. C'est une histoire qui est racontée du côté des vaincus et que j'ai attrapée, moi, par un versant très académique. En fait, j'ai fait des études, moi, d'histoire. On va reprendre les choses. Tu es né en 79 et tes parents sont arrivés en France en 62. En 62. Mon père est arrivé en 62 et ma mère en 66. Et c'est comme si finalement le passé de ton histoire familiale commençait en 62. Comme s'il n'y avait pas d'avant. Rien n'a été formulé avant, rien n'a été dit. Moi, je ne sais rien. Effectivement, les premières archives sont les archives de l'arrivée, les archives du bateau. Et il n'y a pas de récit en fait sur la vie d'avant. Il n'y a même pas de récit sur pourquoi mes parents sont arrivés là. On est là, on vit cette vie, et en fait, je décode cette vie, cette enfance en fait à l'aune qui est fait à la fois de silence, à la fois de mélancolie, à la fois de tristesse, à la fois d'une forme de misère sociale en fait, mais que je ne perçois pas du tout comme ça, parce qu'il y a énormément de dignité, énormément d'amour, mais il y a quand même énormément de précarité, je dirais plus que misère, de précarité économique et de toute l'angoisse qui en découle, en fait, l'angoisse que je lis dans le silence de mes parents, dans leur fatigue, dans leur épuisement corporel, de tenir en fait cette précarité économique et de faire en sorte qu'on vive en fait, qu'on survive. Mais tout ça, c'est pas nommé en fait. C'est des choses aperçues, c'est des choses comprises parce que cette angoisse, elle se diffuse, parce que cette angoisse, elle contamine, parce que et voilà. Donc c'est tout ce que je sais, voilà, de mon enfance. C'est des sensations, c'est des sensations, beaucoup qui restent. Et d'ailleurs, dans cette archive qu'on voit dans Nous, ton père dit il n'y a rien à raconter, c'est sans intérêt. Vous êtes 5 frères et sœurs. Ouais. À la maison, est-ce qu'on parle wolof? Alors, moi, mes parents sont sérères. Ils parlaient, je pense, sérères entre eux. Ils parlaient wolof avec d'autres Sénégalais qui venaient à la maison. Mais nous, ils ne nous ont jamais parlé wolof, mais mais ça a été une interdiction formelle et ça a été aussi quelque chose d'assez douloureux. Ma sœur est arrivée, donc quand elle est arrivée, elle avait 2-3 ans. Parce qu'elle, c'est la seule qui est née au Sénégal, ma sœur qu'on voit dans Nous. Et donc, là, quand mes parents l'ont déposée à l'école maternelle, quand elle est rentrée à l'école maternelle, une institutrice a dit à mes parents qu'il ne fallait pas qu'ils lui parlent leur langue maternelle. J'ai dit la langue naturelle, leur langue maternelle. La langue, par crainte qu'elle n'intègre pas le français. Et ça, c'était un principe éducationnel extrêmement prégnant, je pense, dans les années 60, 70, 80. Je crois qu'aujourd'hui, on en est un peu revenu. La question du bilinguisme, on voit bien que les enfants qui ont une langue maternelle qui est différente de la langue du pays dans lequel ils vivent n'ont aucun problème à intégrer les deux langues. Mais à l'époque, il y avait une interdiction formelle. Et je pense que c'était une interdiction formelle qui était, je pense, encore plus adressée aux anciennes puissances coloniales. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on aurait dit ça à une famille anglaise. Peut-être qu'on l'aurait dit à une famille italienne dans les années 50 et 60. Mais en tout cas, une famille sénégalaise a donc ce principe d'intégration très forte et voire d'assimilation et donc d'effacement en fait de la culture d'origine. C'était un principe politique très très fort de ne pas parler français. Et en fait, par malheur, mes parents ont pris cette injonction à la lettre et ils ne nous ont jamais parlé, wolof.
ce qui fait que je ne le parle toujours pas. Ma sœur le comprend, mais n'ose pas le parler, et aucun autre de mes frères et sœurs ne le parle. Et du coup, en fait, je pense que dans ces sensations d'enfance, il y a cette sensation de précarité, mais il y a aussi la sensation de cette absence de langue maternelle, et de ce que cette absence de langue maternelle dit de la relation à mes parents, dit de la sensation d'être fondée et d'être ancrée quelque part, mais crée aussi, je crois, mon obsession pour le français, pour la langue française, pour la littérature, pour le fait de m'arrimer à une langue. Moi, j'ai un rapport très, très obsessionnel au langage, à la langue. Et je crois que ça vient de là. J'ai mis beaucoup de temps à faire entrer d'autres langues comme l'anglais, que j'ai été obligée de côtoyer, que j'ai été obligée d'intégrer là ces dernières années. Mais j'ai beaucoup résisté. Et voilà, je me suis construite dans un rapport complètement puissant et obsessionnel à la langue française, mais comme si c'était le seul pays qui pouvait m'ancrer quelque part, parce que j'ai grandi avec l'idée, avec la sensation en tout cas, parce que c'est pas l'idée, mais c'est vraiment une sensation d'un manque d'ancrage, de quelque chose où j'avais pas de passé, j'avais pas de fondement, j'avais pas de fondation, j'avais pas d'histoire, j'avais pas de racines. Et en fait, j'étais dans une vie qui pouvait être balayée comme ça au moindre coup de vent. Et donc, il fallait que je trouve des endroits où j'allais pouvoir m'appuyer durablement. Et pendant un temps, ça a été le rapport à la langue, en fait. Mais qu'est-ce que c'était que le Sénégal pour toi ? Pour moi, c'était une idée, c'était une utopie, c'était un ailleurs fantasmé qui m'était complètement inaccessible. C'était un lieu obscur, c'était une nuit, parce que j'avais aucune image, aucune représentation, aucune idée du Sénégal, mais je sais que voilà, c'était quelque chose qui renvoyait mes parents à un ailleurs que nous ne pouvions pas partager, en fait, avec eux. Parce que vous n'y alliez jamais. Je n'y suis jamais. La première fois que j'y suis allée, c'était 1 an après le décès de ma mère, donc en 98, je vais avoir 20 ans, à peine 20 ans. Et ça a été un énorme choc. Et ensuite, j'y suis retournée pour la mort de mon père. Et ça a été un autre choc que j'ai tenté de traverser en filmant. En fait, j'ai vécu le voyage de l'enterrement de mon père en fait, j'ai remplacé l'obsession des mots, parce que là, je pouvais parler avec personne, parce que je parlais pas la même langue que les membres de ma famille, les frères de mon père, les frères de ma mère que j'avais jamais rencontrés, mes cousins directs. Et en fait, j'ai commencé à filmer. J'ai pris une caméra et j'ai tout filmé. Tout filmé. Dans un rapport tout aussi obsessionnel, quoi. Mais il fallait passer par la caméra pour explorer cette question. En fait, je pense que... Je ne sais pas comment je me le formulais à l'époque. Là, je vous parle de ça 20 ans après, parce que 25 ans après. Mais je crois que c'était la seule manière d'être là, en fait, pour moi. C'était une manière de ne pas vivre l'effondrement du deuil et de tenir. Et en fait, c'est comme si ce cadre-là, il me contenait, il contenait la possibilité de l'effondrement, du débordement. Il me permettait de comprendre ce que je comprenais pas. Il mettait ça me protégeait aussi, ça me mettait de la distance avec cette violence. Et quand je rencontrais le frère de mon père, qui était vraiment quasiment son sosie, le fait de le filmer, c'était une manière de mettre à distance, en fait, la violence de cette rencontre, de cette vie que je pouvais pas partager, de cette langue qu'on n'avait pas en commun, de cette impossibilité de dialoguer. Enfin, c'est comme si je mettais quelque chose entre lui et moi pour pouvoir me protéger de toutes les sensations, de tous les sentiments, très douloureux, et dans lequel ce deuil me plongeait, en fait. Mais tu dirais que pour toi, c'était très progressif, cette compréhension d'une part de la douleur de l'exil et de l'autre du rapport de tes parents au pays, je dirais, colon, réintégré par eux. Mais je pense qu'en fait, ça m'a été élucidé par les films que j'ai faits. Je pense que c'était pas quelque chose de très précis. Et quand je vois ce film, je l'ai pas revu, je l'avais quasiment jamais revu, en fait, depuis 3 ans. Et en fait, je comprends qu'en fait, c'est un film qui ne parle que de ça, sans jamais vraiment parler directement.
et tous les autres films parlent au fond de ça aussi, de ce rapport-là. Et en fait, ça devient des objets qui me permettent de le comprendre, de le traverser, de le partager, de le métaboliser à un autre endroit qu'aurait pu faire l'analyse, par exemple. Mais c'est vraiment des questions que j'ai travaillées de film en film aussi, de façon un peu obsessionnelle. Le rapport à... Et qui décide... Enfin, ouais, j'ai l'impression que je l'ai compris en le travaillant et en donnant à ces questions une forme. Et c'est passé par le cinéma. Avant le cinéma, il y avait la littérature, la lecture et la langue française, qui est en fait un peu ton premier port d'attache. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venue à la lecture? Parce qu'en fait, tu es une lectrice compulsive, et encore aujourd'hui. Comment je suis venue à la lecture Tes parents, en fait, étaient analphabètes. Enfin, mon père a appris le français dans des cours du soir, et ma mère, elle était analphabète. Et j'ai lu que tu es venu à la lecture par une mallette Walt Disney. Ah, c'est marrant, j'en parle dans une émission. Ouais, c'est vrai. Oui, en fait, c'est ma sœur qui m'avait inscrite quand j'avais 6 ans, enfin, quand je rentrais moi-même dans la lecture. Des amis du Club Mickey. Enfin, je trouve que c'est drôle. Il y a des gens qui rentrent dans la lecture par, je sais pas, le Capitaine Fracasse. Moi, c'était vraiment des lectures par correspondance, en fait. Et c'était voilà, le Club Mickey qui m'envoyait chaque mois une espèce de journal comme ça où il y avait des histoires, des contes de fées, enfin, ou des adaptations de films de Walt Disney en album d'images. Et effectivement, c'est le premier endroit, les premiers livres que j'ai eus entre les mains, c'était ces livres-là. Mais ce qui était assez beau, c'est que moi, à la fois le cinéma et la littérature, depuis toujours, me permettent c'est un refuge, en fait, pour m'abriter du réel. Et je pense que la non-conscience que j'avais d'un environnement assez violent, en fait, où je vivais, je n'avais pas forcément conscience, mais je pense que je le ressentais autant qu'on peut le ressentir quand on a 6-7 ans. Et je le ressentais non pas violent dans ma famille, mais autour de moi. Enfin, c'est des choses dont j'ai très peu parlé, mais en fait, des images qui reviennent, voilà, des morts, des meurtres très violents, des gens autour de moi qui tombaient du sida ou d'overdose, des corps comme ça. Je me souviens d'un homme qui retrouvait mort dans la cage d'escalier de mon immeuble, et ça a été une image très traumatisante que j'ai revisitée seulement il y a quelques années. J'avais complètement oublié cette chose-là. Donc il y avait quand même un environnement hyper violent que j'ai très peu raconté, en fait, parce que j'avais pas du tout envie non plus de valider, en tout cas, une imagerie de la violence en banlieue, ou de rentrer, enfin de le formuler à un endroit qui aurait été trop facile, en fait, et qui n'aurait fait que aller dans le sens des projections, en fait, sur ces quartiers-là. Mais donc je pense que pendant longtemps, je me suis refusée de mesurer à quel point l'environnement social dans lequel on a grandi, était un environnement très risqué et très violent. Et je crois qu'une des manières de le mettre à distance et de ne pas le penser, ça a été de rentrer dans la littérature. Et par ailleurs, je me souviens de ces albums-là, mais je me souviens aussi d'un album que j'adorais, Ernest et Célestine. Et quand on était gamine, quand on était enfant, je crois il me semble que les cadeaux de Noël qu'on avait à l'école, ils nous donnaient des albums d'Ernest et Célestine. Et je me souviens d'un album sur le Noël d'Ernest et Célestine. Ils n'ont rien, mais c'est magnifique. Ils sont ensemble tous les deux à manger une clémentine. Et mon fils, qui a aujourd'hui 15 ans, je crois que j'ai voulu lui offrir, quand il était petit, quand il avait 5 ou 6 ans, cet album d'Ernest et Célestine, et je l'ai relu, et j'ai pas du tout envie de lui offrir ça. Et j'étais même révoltée qu'on m'ait donné à lire ça quand j'étais enfant. Comme si c'était comme si finalement c'était la seule possibilité. Je sais pas, j'ai eu un espèce de rejet de ce texte
en voulant faire la démarche de le transmettre à mon fils. Et je me dis, non, j'ai envie de lui transmettre autre chose. J'ai envie de lui transmettre quelque chose de plus joyeux que d'une forme de contentement de la misère. Parce que finalement, a posteriori, j'ai l'impression que c'était un peu ça qu'on nous disait. C'était, vous n'avez rien, mais c'est pas grave, c'est beau la vie dans la forêt, tant qu'on est ensemble. Et comme si c'était une manière de nous... pas de nous conditionner, mais de nous conditionner et de nous faire accepter en fait quelque chose d'inacceptable, que finalement il n'y avait pas d'autre choix et d'autre issue que d'être dans une forme d'acceptation de quelque chose comme allant de soi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, c'est une incitation à la résignation Voilà, et non pas à la libération. Quand j'ai relu cet album, voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est offrir ça à des enfants qui sont dans une telle précarité économique et je ne sais pas si c'est quelque chose qui les enjoint à la révolte, en fait, et à se dire qu'une autre vie est possible. Et en tout cas, voilà, c'est pas du tout cet album que j'ai eu envie d'offrir à mon fils, parce que j'ai trouvé ça finalement très condescendant, très misérabiliste, très condescendant, en fait. Mais en tout cas, voilà, ces types d'albums, ces types voilà, cette littérature jeunesse était je crois, avait cette fonction dans mon enfance de m'abriter du réel, en fait. Et tu as écrit, enfant, tu écrivais, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, mais le cinéma est arrivé très tardivement, en fait. Le cinéma, très tardivement. Et d'ailleurs, dans cette forme, là, quand je vois Nous, ce qui me frappe, c'est un film qui finalement a très peu de paroles, qui est un film qui est très peu, qui est pas du tout didactique en fait, et qui est très contemplatif et qui, bien sûr, il y a un discours, bien sûr, il y a des intentions, bien sûr, il y a des questions qui sont soulevées, mais elles le sont vachement par le montage. Et c'est un film qui s'extrait vachement de l'oralité, enfin d'un rapport explicatif aux choses en fait, et qui fait confiance dans le cinéma, qui fait confiance dans les propriétés de ce langage-là spécifique. Et je pense que pendant longtemps mes films ont été très bavards, très parlés, où la littérature est pas loin. C'est-à-dire que finalement les seules choses qu'on entend, c'est les mots d'un écrivain. Et ces mots-là, ils résument exactement le film. Et je trouve que c'est important que ce soit dit dans cette forme-là, même si peut-être le film n'en a pas besoin. Mais je me souviens que pour moi, c'était hyper important que les intentions du film soient formulées, mais non pas par une voix off, mais par le langage, par la langue si ciselée, si précise de Pierre Bergogneau. Pour moi, c'était important. Et c'est comme si, en fait, aujourd'hui, en fait, j'essaye de faire des films qui ont cette précision que peut avoir pour moi la grande littérature. Oui, et puis dans le cadre de Pierre Bergogneau, c'est quelqu'un qui est à la fois très loin de toi en termes d'histoire, et finalement, comme c'est dit d'ailleurs, comme il le dit lui-même dans l'extrait, finalement, vos histoires ne sont pas totalement étrangères l'une à l'autre. Ouais, moi, je trouve que justement, il est très proche. Je l'ai jamais vu comme quelqu'un de très loin, en fait. Je l'ai toujours vu comme quelqu'un dont la littérature et dont la présence et dont la pensée était directement liée à tout ce que j'aurais pu formuler, enfin à tout ce que j'essaie de formuler par les images depuis le premier film, en fait. Alors, ce parcours du discours explicite au cinéma et à ce qu'il peut avoir d'ouverture et d'accueil, finalement, d'interprétations diverses, c'est ce dont on parlera cet après-midi. Mais ce mouvement, il commence aussi par des études d'histoire. Et je trouve ça assez significatif pour quelqu'un qui est finalement privé d'accès à son histoire familiale, de choisir de commencer par des études d'histoire. Est-ce que c'était conscient, ce choix de l'histoire ? Non, moi j'ai adoré l'histoire, et je pense qu'au contraire, j'adorais l'histoire et j'adorais la littérature, et au moment de faire un choix, je me suis dit consciemment, en fait, la littérature doit rester un endroit du plaisir et tu peux pas l'étudier. J'avais peur d'étudier la littérature et en fait, en l'étudiant, de perdre ce rapport au plaisir, au refuge et à la simplicité, à l'endroit où on va se couler sans forcément être dans quelque chose de technique. J'avais peur de casser en fait mon rapport à la littérature en l'étudiant. Et donc, j'ai choisi l'histoire. Et je pense que choisir l'histoire... Et je me suis d'abord
parce que j'ai fait des études d'histoire coloniale, je me suis spécialisée en maîtrise, mais avant, c'était comme si j'avais besoin de me donner des racines, mais de me donner des racines ici. C'est-à-dire que j'ai étudié les rois, enfin l'histoire de la Révolution, enfin j'ai étudié une histoire en même temps qui est très politique. C'est-à-dire que les choses qui m'intéressaient le plus, c'est des choses qui m'ont formée politiquement, qui ont forgé mon regard, qui ont construit mon identité de femme de gauche dans ce qui m'intéressait et dans la manière dont on me l'enseignait. Je me souviens d'un prof d'histoire, Monsieur Jacquet, en 4e, qui, après, on lui a demandé « Mais monsieur, c'est quoi exactement la différence entre la droite et la gauche ?» Il a dit bah, « La droite, c'est un pas en arrière. Le centre, c'est rester là. Et la gauche, c'est un pas en avant. » Et je me disais que monsieur Jacquet, dans toute cette manière de nous enseigner l'histoire, il y avait déjà ce biais où la commune, c'était beaucoup plus important que, je sais pas, les choix. Enfin, il y avait vraiment déjà des choix très politiques dans cette manière de nous l'enseigner. Et en fait, ça m'a construit. Mais j'avais besoin d'avoir des racines, c'est-à-dire de connaître l'histoire française. Comme si c'était une manière de... Comme personne comme j'avais bien compris que je ne l'étais pas, enfin en tout cas que je l'étais par papier, mais que je n'étais pas reconnue comme étant française, c'est-à-dire que je ne bénéficiais pas de la citoyenneté pleine et entière comme n'importe quel Français blanc. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un discours idéologique, c'est une expérience de vie. Donc j'avais bien conscience qu'il y avait deux catégories de Français. Je faisais partie de ceux dont la nationalité était fragile. Donc en fait, comme si pour compenser ça, j'ai eu besoin d'étudier l'histoire et de bien de m'arrimer, en fait, de m'auto-inscrire en fait dans une continuité, je sais pas, dans un lignage où où j'étais bien consciente que j'avais pas ma place. Mais c'était pas. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est pour ça que j'ai été si intéressée par l'histoire et par ce type d'histoire, par l'histoire de la Révolution française. J'étais vraiment passionnée par ça et ça me nourrissait énormément. Presque ça me nourrissait. C'était une forme d'ancrage qui n'était pas tellement juste d'ailleurs, mais ce qui était, enfin, justement, c'est par cette histoire-là que quand j'ai pris conscience de l'histoire coloniale, j'ai eu le sentiment d'une grande trahison d'ailleurs vis-à-vis de la France, vis-à-vis de mon rapport à la France et vis-à-vis de mes profs qui ne m'avaient jamais enseigné ça. Et je me souviens très bien que quand on étudie en seconde, ou je ne sais plus, l'histoire de la Troisième République, les grandes lois, la liberté de la presse, liberté d'expression, les grands textes de Victor Hugo, la Commune, etc., c'est magnifique, Jules Ferry, l'école obligatoire, dans toutes les campagnes, etc., c'est des choses qui politiquement vous galvanisent. Et quand, en arrivant à la fac, on s'aperçoit que ces mêmes défenseurs de cette idéologie républicaine ont pu concevoir des choses aussi scandaleuses que le code de l'indigénat en 1905, où ont pu conditionner en fait que l'accès à la citoyenneté française s'arrêtait en fait aux portes de l'Empire, et qu'en fait on est descendant des gens qui n'avaient pas accès et dont ces conceptions de la citoyenneté en fait ne concernaient pas. Je l'ai vécu comme une énorme trahison, et j'ai eu l'impression de découvrir l'histoire derrière le rideau. En fait, il y avait l'histoire officielle et finalement, il y a une toute petite porte là-bas qui étonnamment éclaire exactement ce qui se passe au centre, mais qui reste cachée, dont on ne sait pas. Et en fait, voilà, j'avais bien conscience de venir de là, en fait. Et donc, ça a été à la fois un choc, une révolte absolue, et en même temps quelque chose qui m'a fondée et qui a fondé tout ce que j'ai pu faire après, quoi. Oui, une prise de conscience. Oui. C'est pendant ces études que tu découvres le cinéma d'Eliane de la Tour. Exactement, ouais. C'est dans un cours sur les sources de l'histoire, les sources orales de l'histoire. Donc une de mes professeurs, qui s'appelait Hélène d'Almeida Topor, nous montre des films, et parmi eux des films de Jean Rouge, je me souviens, et des films d'Hélène de la Tour, en disant que voilà, cette manière de faire trace aussi et de faire archive est une façon
une autre manière d'étudier l'histoire, qu'il n'y a pas que la sacralité de l'histoire écrite, il y a aussi l'histoire orale qui est tout aussi importante et qui est d'autant plus importante dans des sociétés où le rapport à l'écrit est complètement différent et que le nôtre. Et donc le cinéma, pour elle, était une manière de comprendre et d'accéder à une forme de connaissance. Et dans ce cadre-là, elle nous montre un film de Liane de la Tour qui s'appelle Contes et contes de la Tour. Et c'est un film qui est issu de son travail de doctorat sur une société en fait, elle étudie les femmes d'un chef dans la société Mossi au Niger et les stratégies de résistance que ces femmes utilisaient pour s'opposer en fait à la violence patriarcale de cette société et de différents empêchements dans lesquels elles étaient maintenues. Et donc, c'est un film Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était un film qui partait d'un mémoire très théorique. Et le film est une grande, grande, grande poésie. Et il m'a vraiment frappé et m'a vraiment enseigné et informé sur tout ce dont sa thèse parlait, en fait. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est hyper puissant, cet outil qui permet de démocratiser en fait un savoir qui pourrait rester un savoir complètement académique. Et j'avais déjà, en fait, moi j'étais très très intéressée par mes études d'histoire, j'étais très très heureuse en fait de tout ce moment de la recherche, mais j'avais bien conscience que j'ai travaillé sur les intellectuels africains, enfin sur le début de la négritude, et j'avais quand même bien conscience que bien que travaillant sur quelque chose qui semblait totalement géographiquement et historiquement éloigné de ma réalité quotidienne et sociale, il y avait des ponts que j'arrivais pas forcément à voir de façon si distincte, mais le fait de travailler sur cette histoire-là éclairait profondément mon présent. Et donc je me disais, mais si moi je peux le voir, j'ai besoin que les autres le sachent, les autres le voient, mais je suis enfermée dans un laboratoire de recherche où on est une quinzaine de chercheurs. En fait, on parle qu'entre nous, on s'adresse qu'à nous, on n'est lu que par nous. Et je me posais déjà à 25 ans, en fait, les questions de la démocratisation de ce savoir-là et de comment trouver des outils, des espaces, des lieux pour que c'est l'importance en fait des découvertes que je faisais puissent être propagées en fait. Et donc je vois ce film et je me dis, ah bah tiens, le cinéma, ça peut être un endroit, enfin en tout cas le cinéma documentaire, hein, c'est un endroit, une manière de faire ce travail-là, de diffuser plus largement ces recherches qui informent le temps présent, en fait. Et donc, après avoir découvert... Et juste, à ce moment-là, tu étais cinéphile déjà ou pas du tout ? Pas du tout, du tout. Mais alors, pas du tout. Mais c'est-à-dire que quelle connaissance tu avais du cinéma en général ? Pas strictement documentaire. Je dirais, si j'aimais aller au cinéma, j'allais au cinéma très fréquemment. Je voyais mais c'était globalement les films du dimanche qui passaient à la télé, les grands films. Enfin, il y avait un mélange de tout, à la fois de films quand même d'auteurs et en même temps de blockbusters, sans vraiment. C'est pareil que je n'étais pas cinéphile. Je pense que j'avais un intérêt pour le cinéma, mais qui n'était pas. Que j'avais pas vraiment conscientisé et dont je ne faisais pas grand-chose. Je faisais pas grand-chose en fait. J'aimais le cinéma comme je pouvais, moins que je pouvais aimer la littérature, mais quand même j'avais une pratique régulière enfin j'allais régulièrement au cinéma quand même, voir des films. Effectivement voir des films d'auteurs. Enfin quand même j'avais. Mais pour moi le cinéma documentaire c'est marrant, c'était très différent des types de films que je pouvais voir. Et en tout cas, j'avais pas du tout une cinéphilie consciente et construite. Et c'est après avoir vu le film d'Eliane de la Tour que j'ai décidé de faire une année de pause entre mon mémoire et mes études, le DEA que je voulais faire pour poursuivre en thèse. Et j'ai passé 1 an à la BPI. Parce que j'avais rencontré... Il faut dire ce que c'est que la BPI. C'est la Bibliothèque publique d'information. En fait, c'est la bibliothèque du Centre Pompidou, qui est une bibliothèque en accès libre, en fait, où tout le monde peut aller. Et notamment, il y a une énorme vidéothèque. Enfin, je ne sais pas si elle existe toujours, mais si toujours, je pense qu'il y a une énorme vidéothèque qui collectionne, en fait, tous les films... Comment ça s'appelle déjà
La BPI, c'est... Je me tourne vers Michel Soulignac, qui connaît sans doute mieux que moi, mais non, mais tout le patrimoine en fait document. Voilà, le fonds d'image des bibliothèques, voilà, qui abrite le fonds image en bibliothèque, et du coup tous les films documentaires achetés par ce fonds sont accessibles en ligne là-bas. Et donc moi j'ai une amie qui venait, enfin j'avais rencontré une fille qui venait de rentrer dans un master de réalisation documentaire à Évry. Et elle m'en a parlé, elle venait comme moi d'études d'histoire, et elle était extrêmement heureuse de cette formation-là. Et je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant pour moi de tenter de rentrer dans cette formation. Et avant, je vais essayer de comprendre, enfin de parfaire en fait ma culture documentaire qui était inexistante. Et donc, j'ai passé un an à aller comme ça à Beaubourg tous les jours, quasiment, peut-être pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine. Et là, j'ai découvert le cinéma de Frédéric Wiseman, qui était aussi proche d'une démarche que je pouvais reconnaître, dans le sens où Frédéric Wiseman, je crois, est sociologue, ou en tout cas, je sais pas, il a fait des études de droit. Oui, études de droit, il a enseigné le droit quelque temps, mais son cinéma est très fortement sociologique. Très influencé par l'école de Chicago, par la sociologie, et trouver lui aussi formellement une manière de traduire un travail éminemment sociologique par le cinéma. Donc je me souviens d'un film Public Housing, un film de 4 heures extraordinaire qui se passe dans des logements sociaux à Chicago, et un film qui me permettait aussi de revoir et de réinterroger une partie de mon enfance, mais bien que c'était aux États-Unis, et de raconter aussi toutes les questions relatives à la violence sociale dont les habitants de ces quartiers peuvent subir de façon hyper puissante. Et je me souviens d'une scène d'ailleurs qui a été une scène qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée pour Saint-Omer. Non, pas pour Saint-Omer. Saint-Omer, c'est une autre scène d'un film de Wiseman qui s'appelle Welfare, qui a été très importante pour moi. Et là, Public Housing, c'est une scène d'une assistante sociale qui a un long plan séquence de presque 20 minutes et qui est presque comme une grande nouvelle de Shakespeare, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement tragique et en même temps extrêmement puissant politiquement et cinématographiquement dans la présence et le corps de cette femme noire hyper imposante qui a face à elle une jeune femme de 15 ans avec un bébé qui vient d'avoir un enfant de même pas 1 an, et qui tente désespérément de lui trouver un logement pour passer la nuit. Et toute la scène, quasiment la plupart de la scène se passe sur cette femme noire au téléphone, comme ça, qui tente d'imposer, enfin de traverser ou de dépasser les méandres de l'administration pour imposer le fait que cette femme n'allait pas dormir la nuit dans la rue, quoi. Et ça a été un moment très fort pour moi qui rassemblait en une scène l'enfance, l'adolescence, quelque chose que je pouvais totalement reconnaître, l'image même de ce que c'est que la justice, de ce que c'est que la dignité, de ce que c'est que le droit, dans une forme de cinéma. Enfin, pour moi, ça a été une scène hyper forte, quoi, qui m'est vraiment restée. Donc voilà, je découvre Wiseman, je découvre aussi le cinéma de Marker. J'ai commencé haut, hein, vraiment, de Van der Keuken aussi, enfin plein de films comme ça. Et là, je ne sais pas s'ils sont connus du public. Enfin, Chris Marker, peut-être de nom, mais Johan Van der Keuken est malheureusement assez oublié. À l'époque, il n'était pas mort. Enfin, je crois qu'il est mort en 2003, non ? Donc il était encore vraiment beaucoup diffusé, je pensais beaucoup. Il était très présent, en tout cas, dans la sphère documentaire française au début des années 2000. Et qu'est-ce que tu trouves chez eux ? Parce qu'entre Wiseman et Van der Keuken, on est quand même assez loin l'un de l'autre. C'est vrai. Je pense que je trouve une exigence, l'exigence d'un discours politique qui trouve une voie, la voie de la poésie du cinéma pour se dire. Je pense que sans doute Van der Keuken Van der Keuken, je pense que c'est aussi le rapport à l'intime, ce qu'il n'y a pas chez Wiseman, peut-être. Wiseman, c'est plus le côté... c'est la cinéaste que j'étais il y a 20 ans, c'est-à-dire très arrimée par la théorie, très abritée aussi et très cachée par la verbalisation
scientifique et presque théorique, comme si c'était à cet endroit de légitimité que je pouvais asseoir mon cinéma. C'est dans la connaissance sociologique. Et je pense que pendant longtemps, je me suis sentie très illégitime en tant que cinéaste. Et donc, pour combler, je pense, pour masquer l'illégitimité que je pouvais ressentir à produire mes propres formes, je pense que je m'abritais, je me cachais derrière une appréhension du cinéma très théorique, très intellectuelle. Au moins, on ne pouvait pas contester ma place parce que je maîtrisais les concepts, presque mieux que ceux qui pouvaient me contester la légitimité à être là et à me revendiquer comme étant cinéaste. Donc pendant longtemps, j'ai eu besoin de m'ancrer de me donner une légitimité en l'inscrivant à l'endroit de la sociologie. D'ailleurs, ça fait pas des très bons films. Hein. Enfin, mes premiers films, en fait, ils sont très, très imprégnés de ça. Et je pense que c'est ce que je retrouvais chez Wiseman. Et chez Van der Keuken, il y avait effectivement cette volonté de travailler l'intime et de lier l'intime aux questions politiques. Et effectivement, j'ai fait ça depuis mon premier film, mais sans le savoir. C'est-à-dire que mon premier film, il naît de quoi? C'est un producteur qui me dit, voilà, il y a la chaîne Voyage qui veut faire des carnets de voyage un peu dans des endroits où on n'aurait pas l'habitude on ne penserait pas l'intérêt d'y aller. Et je leur ai proposé de faire un film, un voyage dans une cité, dans un immeuble de Seine-Saint-Denis. Enfin, c'était très, très, très loin de moi. Enfin, la commande était très loin. On veut faire un voyage dans le folklore culturel des différentes communautés en banlieue. Et comme toi, tu viens de banlieue, est-ce que ça t'intéresse ? Donc je dis oui, et finalement, je transforme la commande, je m'approprie la commande en faisant ce voyage dans l'immeuble où j'avais grandi et en pervertissant en fait la commande de ce fameux voyage folklorique dans le couscous et le tchéboudjen et le folklore. Et je construis quand même un discours un peu sociologique dans l'endroit où j'ai grandi. Donc le fait d'aller dans ma cité, dans mon immeuble, de revoir des gens avec lesquels j'avais habité et d'aller beaucoup plus loin que le simple divertissement folklorique, c'était déjà une tentative de conjuguer des questions très personnelles, mais que je ne revendiquais pas, mais rien que le lieu du film, en fait, disait quelque chose de ce que j'avais envie de travailler, et déjà l'idée de la sociologie. Mais c'est comme si j'y allais masquer, en fait, dans ce premier film qui s'appelle La Tour du Monde, que je n'ai jamais revu et que je ne mets même pas dans mon CV. À chaque fois qu'on me dit, mais ce film, j'en parle jamais, je ne veux pas du tout qu'il soit revu, parce que vraiment c'est un film que j'assume pas. Mais ceci dit, il y a un deuxième film que j'assumais pas et que j'ai revu, et là je me suis dit mais non, mais ce qui est amusant par rapport à La Tour du Monde, et c'est là-dessus qu'on s'est connus, hein, ouais. C'est que c'est sur la chaîne Voyage, et je crois que ton père regardait beaucoup d'émissions comme Thalassa, enfin des émissions dites de découverte, qui étaient une façon pour lui d'entretenir son lien avec le pays perdu. Ce qui était fou, c'était l'entretenir à travers une image complètement fantasmée, en fait, une image exotique. Donc je pense que le pays qu'il avait perdu, c'était pas du tout le pays qui lui renvoyait Thalassa, mais peut-être qu'il avait besoin de Thalassa pour nourrir le fantasme du paradis perdu. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que tu es arrivé sur cette chaîne avec un film qui contrariait la commande. Ouais. Et qui était non pas du tout dans l'exotisme, mais finalement dans la représentation d'une grande diversité, mais d'une diversité, je dirais presque ordinaire, la diversité des habitants de cette tour, dont certains pouvaient venir du Sri Lanka, d'autres d'Afrique de l'Ouest, enfin. Et je trouve assez étonnant, cette façon de faire un film pour une chaîne qu'aurait pu regarder ton père s'il avait été vivant. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Et ton père, par ailleurs, ce que tu as découvert après sa mort, c'est qu'il était aussi un faiseur d'images. Alors, c'est marrant, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est marrant. Je travaille en ce moment sur un film avec ma monteuse, et je lui avais offert il y a 15 ans l'Afrique fantôme, et j'avais pris une des photos
que mon père avait prise lui-même, hein, dans le champ où il a vécu. Moi, j'ai jamais dans un petit village au fin fond du Sénégal, où je ne suis jamais allée. Et il a pris des photos magnifiques que j'ai, moi, comment on dit, qui n'étaient pas développées avant de mourir. En fait, je les ai développées moi, et j'ai découvert un cadre magnifique. Enfin, j'ai découvert des lieux. Enfin, j'ai découvert une trace presque à la fois documentaire et artistique, et de ces endroits dont il ne nous avait jamais parlé. Et j'ai offert l'Afrique fantôme il y a 15 ans à ma monteuse Amrita, qui est aussi ma scénariste, et avec un mot. Et j'ai utilisé une des photos de mon père comme en guise de carte. Et il y a une semaine, je rentre dans un bureau qu'on partage ensemble, et il avait affiché cette photo alors qu'on est en train de travailler là-dessus. Et je me suis dit, ouais, mais c'est quoi cette photo? Elle me dit, mais c'est une photo de ton père. Et du coup, je les ai affichées toutes dans le bureau, et c'est comme si le film sur lequel je travaille en ce moment partait de ses photos, en fait. Partait de ses photos à lui. En fait, lui remettait ses photos. Enfin, bref, ça n'a rien à voir et tout à voir, mais c'est vraiment une archéologie de... On revient à ton parcours. Après cette année sabbatique, tu intègres... C'est Saclay, c'est ça? Ou c'est Évry? Non, c'est Évry. Évry, pour ce master, finalement, où était allé cet ami dont tu me parlais tout à l'heure. Exactement. Et là, tu fais un film de fin d'études avec ton père, celui dont on voit des extraits dans Nous. Et pareil, donc c'était un master de sociologie. Donc là... mais la maîtrise des concepts était hyper importante pour nos professeurs, qui n'étaient pas des cinéastes. Il y avait un scénariste, mais ils étaient vraiment des anthropologues et des sociologues. Donc la question du concept était hyper importante. Et donc moi, je décide de travailler sur les Chibani, sur les immigrés africains face à l'exil, sur la question de l'exil. Donc en théorie, pareil, au lieu d'assumer que la seule chose qui m'intéresse, c'est de filmer mon père, j'élabore tout un discours sociologique, d'enquête autour des foyers, des sans-papiers qui ne veulent pas retourner, qui ne peuvent pas retourner dans le pays d'origine. Qu'est-ce que c'est que de vivre comme ça dans ces deux endroits totalement marqués par l'impossibilité du retour, par la douleur de l'exil, etc. Donc ça, je lis Bourdieu, Abdelmalek Sayad, La double absence. Enfin, j'ai tout un bagage intellectuel que je construis complètement. Et donc, j'écris tout un texte. Et au moment où de me dire, mais comment je vais l'incarner, je commence à aller faire des recherches dans des foyers Sonacotra, et à tenter de rencontrer des gens. Mais en fait, ça ne marche pas vraiment, mais parce qu'eux n'ont pas envie d'être filmés. Mais en vérité, moi, je n'ai pas du tout envie de les filmer non plus. Et je décide, je ne sais pas comment, de filmer mon père. Et parce que je me dis, mais quand même, mon père, en fait, c'est lui qui a lui aussi les Chibani. Enfin, comme si Et donc, par ce grand détour théorique, je décide de mettre une caméra dans le salon de mon père, et tout le film ne sera jamais autre part que dans son salon, à lui poser des questions que je n'aurais jamais osé lui poser s'il n'y avait pas une caméra, c'est-à-dire de l'obliger à parler de tout ce qu'il n'avait jamais dit jusque-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que sa vie à lui avant 60, c'est d'où il vient, pourquoi il est là. Enfin, et en fait, c'est à la fois ça pourrait être une approche sociologique, mais comme c'est une fille qui parle à son père et qui utilise le cinéma pour dire des choses qui la concernent précisément et qui éclairent ses propres abîmes, parce que on est fait de trous quand finalement l'héritage et le silence. En fait, ces trous-là, ils nous marquent profondément. C'est-à-dire que je sens que je suis façonnée par ce silence, et que ce silence, il enterre des choses extrêmement violentes, extrêmement puissantes, extrêmement dures. Mais c'est pas parce qu'on ne s'est pas dit que ça n'est pas senti, et que j'ai besoin qu'ils me le disent. Et du coup, je décide de faire ce film avec lui, et je reconnais que là, il peut y avoir du cinéma. Et que même si c'est mon père, il y a quelque chose qui s'adresse à tous les autres. Et c'est confus, je ne le sais pas, mais je suis convaincue que dans ce salon, que dans ce huis clos, que dans cet échange entre lui et moi, il y a quelque chose qui ne concerne pas que nous, qui n'est pas que du privé, et qui concerne la société dans laquelle je vis. Mais je suis devant des profs qui n'ont pas cette... Et je pense que j'en ai conscience parce que j'ai vu les films de Latour, parce que j'ai vu les films de Van der Keuken, parce que je sais qu'on peut faire du cinéma dans cette économie-là, dans ce rapport d'échelle-là, en fait.
Et donc, on passe la journée à... Donc, il y a le jury de fin d'études où je monte mon film. Et là, Haro, des profs de sociaux disent mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas un film de cinéma, c'est pas de la socio, c'est pas du sociologique, c'est pas sociologique. Et je me dis, bah, c'est pas sociologique, mais c'est du cinéma. Non, c'est pas sociologique, ça n'a rien à voir avec la sociologie. Tu filmes ton père. Je me souviens d'un affrontement le jour de la soutenance où on me dit, tu n'as pas réussi, tu n'as pas rempli la commande, ce n'est pas de la sociologie. Et je leur réponds, c'est pas de la sociologie, mais c'est du cinéma. Ils me disent, non, c'est pas vrai. Et en fait, il y a tout un... Et je me dis, mais si, et je suis convaincue, et c'est presque mon acte de naissance de cinéma, c'est de dire, je ne vous crois pas. C'est du cinéma, et non seulement c'est du cinéma, mais c'est aussi de la sociologie. Et on peut faire de la sociologie et du cinéma à l'endroit de l'intime en filmant sa famille. Je veux dire, c'est pas vrai que ça l'est pas. Je veux dire, si Varda l'a fait, enfin, il y a d'autres cinéastes qui l'ont fait, des films qu'on a vus. Mais voilà, donc j'ai une très mauvaise note à ce mémoire de maîtrise. Maintenant, il paraît qu'on l'enseigne à Évry, alors qu'il y a 20 ans, j'ai été vraiment, mais j'ai quasiment une note très genre 11 ou 12, alors que... Et voilà, mais quand même, ce truc de dire l'intime peut rencontrer le sociologique et le politique, c'est presque un acte de naissance, en fait, de tous les films que je vais faire après, que de dédire ce que m'avait dit ce jour-là, ce prof-là, quoi. C'est ça. Et donc, on va terminer là, mais 2 minutes. Cette façon de t'expulser finalement de la filière universitaire t'amène à faire un atelier de la Fémis, ouais, c'est vrai, où tu rencontres Amrita David, qui sera ta monteuse et ta co-scénariste. Mais c'est intéressant d'ailleurs de passer d'un master de sociologie visuelle à une école de cinéma, en étant rejeté par le sociologie, en fait, en disant mais tu n'as fait n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est comme si effectivement le fait de m'inscrire à la Fémis, non pas dans la formation initiale, mais dans la formation continue, c'est-à-dire après avoir étudié la sociologie, l'histoire, les sciences humaines, c'était une manière c'était intuitivement une manière de savoir que le cinéma pouvait prendre en charge cette approche-là universitaire, en fait. Enfin, cette approche académique et... Enfin, les sciences sociales, que les sciences sociales et le cinéma pouvaient se rencontrer, en fait. Bien, ben on reprend à 14h. Bon appétit.